vais laisser Philippe de Sertine monter, se mettre au pupitre. Philippe de Sertine, économiste, qu'une bonne partie d'entre vous, je pense, ont dû voir dans diverses interventions télévisées, qui dirige à Paris une chaire qui est consacrée au développement durable et à son économie, et qui a été président de l'Institut de la haute finance pendant plusieurs années, toujours, qui continue donc, et qui va aborder un peu une conférence introductive sur l'économie justement du réchauffement climatique et les enjeux de l'information. Merci, cher Fabrice. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, de vos mots d'accueil. Vraiment ravi d'être ce matin parmi vous pour quelques minutes, parce que vous allez avoir ensuite des débats absolument remarquables et très constructifs par rapport aux questions qui vont être abordées. Je voudrais effectivement commencer cette journée sous le signe de l'optimisme. Si vous me permettez, Monsieur le Président, vous avez eu raison, évidemment, de parler de tous les éléments d'angoisse que nous pouvons avoir par rapport à la situation. Mais je voudrais commencer en étant optimiste parce que nous allons parler du dérèglement climatique. En disant cela, vous avez peut-être le sentiment qu'il y a une sorte d'oxymore, dérèglement climatique, optimisme, c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Et pourtant si, parce que je reviens effectivement sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Aujourd'hui, et en particulier après l'été 2022, s'il était nécessaire, plus grand monde sur la planète ne conteste la notion de dérèglement climatique. On va dire les climato-sceptiques sont de plus en plus convaincus que leur discours ne tient pas. Vous avez une deuxième question que vous avez rapidement évoquée, qui est effectivement une question sur laquelle les scientifiques se penchent. Ce dérèglement climatique est-il uniquement d'origine humaine ? À la limite, peu importe, il est certain qu'il est en grande partie d'origine humaine, en raison notamment du rythme auquel il se produit. De ce point de vue, là encore, très peu de contestations aujourd'hui scientifiques pour dire que l'humanité a évidemment un rôle, a évidemment une part de responsabilité dans ce qui se produit aujourd'hui sur la Terre. À partir du moment où nous sommes partis sur ces deux éléments fondamentaux, cela veut dire quoi ? Ça veut dire que la problématique du dérèglement climatique est par conséquent une problématique économique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en effet, si nous constatons un dérèglement climatique d'origine humaine, cela signifie que notre modèle économique, celui sur lequel nous nous appuyons depuis à peu près 2 siècles, depuis le début de la révolution industrielle, ce modèle économique est inadapté pour une population, vous l'avez dit, Monsieur le Président, de 8 milliards d'humains. En réalité, il était probablement déjà inadapté à 7, à 6 ou à 5 milliards d'humains. Ça fait peut-être un moment que les signaux s'allumaient, mais que nous ne voulions les voir. Vous avez cité tout à l'heure Jacques Chirac disant « la maison brûle » et tout le monde tourne la tête. Alors évidemment, quand on est en train de dire ça et qu'on est dans une assemblée de scientifiques, vous pouvez dire, donc si je comprends bien, il y a 2 solutions, ou on réduit la population humaine, et là de ce point de vue, bien sûr, M. Poutine a quelques idées sur la question, qui peuvent être effectivement radicales. On va essayer de les éviter, puisque d'abord ce n'est pas notre compétence, et puis ce n'est pas l'élément le plus réjouissant. Ou bien, deuxième élément, nous changeons de modèle économique. Et là, lorsqu'on est en train de dire ça, vous êtes en train de peut-être de penser, il a dit qu'il serait optimiste, mais changer de modèle économique, c'est très compliqué. Ça arrive très rarement dans l'histoire humaine. On va dire un changement radical de modèle économique, c'est quelque chose effectivement qui s'est produit, on va dire depuis 2000 ans, 1 fois, 2 fois. Et c'est là où, évidemment, nous autres scientifiques, nous devons amener un message d'optimisme à l'ensemble de la population, et à notamment la population jeune. Je vois que j'ai en même temps des scientifiques et des jeunes dans la salle, donc c'est important de porter ce message. Le changement de modèle économique est commencé. Nous ne sommes pas dans une perspective, nous sommes déjà dans une réalité. Un changement de modèle économique, ça se produit quand ? Si vous regardez l'histoire de l'économie, si vous regardez l'histoire humaine, ça se produit quand les humains vont changer leur façon de vivre. Et là, effectivement, peut-être il faut vraiment insister sur le fait, et là on rejoint peut-être un certain nombre d'éléments de l'éco-anxiété que nous connaissons aujourd'hui, il faut que les humains aient envie de changer. La raison ne suffit pas. Quand, dans le passé, nous avons eu des grands changements de modèle économique, ce n'était pas quelqu'un en haut de la pyramide qui le décidait. C'est l'humanité qui décide que, finalement, elle veut vivre différemment. Si on prend vraiment l'exemple peut-être le plus proche de nous, c'est-à-dire le moment où le moteur à explosion va introduire l'automobile dans nos sociétés, qui va faire un vrai changement de modèle, non seulement économique, mais de mode de fonctionnement de la société humaine, c'est les humains qui sont convaincus. C'est eux qui commencent à conduire les voitures, parfois sans permis, etc., qui vont dire « Ah, mais ça change tout. Ça y est, le cheval, c'est fini.
C'est-à-dire, oui, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que je vais avoir une vie meilleure. Je crois que l'élément fondamental que nous devons avoir à l'esprit, c'est que ce changement de modèle doit être d'abord perçu par tous comme étant une façon de mieux vivre. De vivre différemment, d'avoir peut-être une planète, effectivement, qui du coup serait préservée, mais d'abord aussi quelque chose qui permettrait de mieux vivre. Je crois que nous autres occidentaux devons sans arrêt répéter ce message. Ce message qui est le nouvel modèle économique va permettre de mieux vivre pour tous les humains. Et nous, occidentaux, pourquoi j'utilise ce terme ? Parce que nous sommes les pays riches. Parce que nous sommes ceux qui ont déréglé le système climatique et que nous sommes ceux, évidemment, qui profitons d'abord du modèle ancien. Lorsqu'on dit profiter, évidemment, on est en train de dire oui, riche, ça veut dire qu'on consomme beaucoup, oui, ça veut dire qu'on a un PIB par habitant important. Non, non. On va être là très clair et prendre une seule variable fondamentale. Nous avons une espérance de vie de 82 ans en France, en moyenne. Je parle évidemment aux garçons, 80 ans, aux filles, plus de 84 ans. Lorsque vous êtes au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, qui nous avait interpellés pendant la COP26 exactement sur cette notion-là. D'ailleurs, entre parenthèses, le Premier ministre indien, lorsqu'il est venu en Europe il y a quelques semaines, est reparti exactement sur la même notion. Le Nigeria, plus grand pays peuplé d'Afrique, 54 ans d'espérance de vie. Lorsque nous sommes en train de dire nous devons avoir un modèle qui va apparaître pour l'ensemble de l'humanité comme un modèle véritablement intéressant, véritablement modifiant les paramètres dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est simple. C'est un modèle qui va proposer à l'ensemble de l'humanité 82 ans d'espérance de vie. Ça veut dire que les 8 milliards d'habitants aujourd'hui n'est qu'une étape. L'étape suivante, c'est 10, 11 milliards. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui au moins 4 milliards d'humains qui ont une espérance de vie d'une génération de moins que nous, occidentaux. Et donc là, il est absolument clair que le modèle que nous voulons proposer, modèle positif, c'est 82 ans pour tout le monde, minimum. On est d'accord que si vous avez 84 ans, si nous avons vaincu le cancer et que nous sommes à 90 ans, vous ne serez pas contre. Et personne ne sera contre dans le monde. Et là, on doit le dire sans cesse. La solution par rapport au dérèglement climatique, ce n'est pas la disparition de l'espèce humaine. La solution du dérèglement climatique, ce n'est pas dire que tout le monde va devoir être à 52 ans d'espérance de vie. C'est dire que nous devons aspirer à quelque chose de positif pour le monde entier. Vous voyez, de ce point de vue, qu'évidemment, à mon sens, il faut absolument écarter ce mot qui est d'ailleurs inaudible, on l'a constaté à Sharm el-Sheikh dans la dernière COP, le mot décroissance. Le mot décroissance, c'est un mot typiquement occidental. En disant « Ah oui, nous allons être maintenant sobres, nous allons être maintenant sages ». À ce moment-là, vous avez l'interpellation de tous les pays pauvres qui vous disent « Oui, d'accord, mais nous ?» Ah ben non, vous, c'est fini maintenant. La mondialisation, c'est terminé. Maintenant, on relocalise. Maintenant, on arrête de fonctionner comme avant. Vous allez voir, maintenant, nous, on va ne plus émettre de gaz à effet de serre. Et là, vous avez les pauvres qui vous secouent en disant « Et moi, je reste à 52 ans d'espérance de vie. Bah, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Pour le moment, on va régler la planète. » Non, 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 ce n'est pas audible. C'est-à-dire, nous devons proposer en urgence un modèle dans lequel tout le monde soit embarqué. Quand Jacques Chirac parlait de la maison qui brûle, ce n'est pas la maison occidentale, c'est la planète de l'humanité. Et là, nous avons une double responsabilité, nous occidentaux, parce que nous avons déréglé et parce que nous profitons. Et par conséquent, nous devons, nous, d'abord, proposer un modèle alternatif. Et là, évidemment, par rapport à cela, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir s'appuyer sur le seul élément qui permet d'envisager un modèle alternatif, c'est une rupture scientifique. Je crois que là aussi, du point de vue historique, et Fabrice, évidemment, tu es là représentant tous les éléments de la science, mais notamment l'histoire. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'économie mondiale, l'histoire de l'humanité, à chaque fois que les humains changent complètement leur mode de vie, c'est qu'il y a eu en réalité derrière une rupture de leur connaissance. Quelque chose d'incroyable qui s'est produit, qui va faire qu'ils pourront vivre différemment et qu'ils vivront mieux. Eh bien, évidemment, nous, scientifiques, ce que nous devons apporter, alors quand je dis on est scientifique, évidemment, là, je suis à Paris 2, je suis moi-même Paris 1, on est d'accord, on nous appelle dans le monde scientifique les sciences molles. Hein, donc, et souvent, on dit on est plus mou que scientifique, hein, il faut bien le reconnaître. Donc, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que c'est une vraie interpellation pour nous, sciences molles. C'est qu'effectivement, pourquoi on est mou ? Parce qu'on travaille sur de l'humain, parce qu'on travaille sur du passé uniquement, qu'on ne travaille pas sur de l'élément objectif. Quand on va changer de modèle, peut-être gardez-le à l'esprit, ça veut dire que, par exemple, si nous travaillons uniquement aujourd'hui sur les statistiques, sur les données d'avant, on est forcément dans le faux. On ne peut rien prévoir de ce qui va se produire, puisque nous extrapolons des situations du passé, alors que nous allons avoir une rupture dans le futur. Alors, si on regarde les sciences dures, les mathématiciens, les chimistes, les physiciens, les médecins, par exemple,
Qu'est-ce qu'ils nous disent tous, sans exception, tous nos collègues, dans l'université française comme dans l'université mondiale, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils aient des petites équipes ou des équipes énormes, qu'ils aient Nobel ou pas encore. Tous, ils nous disent, dans ma discipline, je suis en train de connaître une rupture comme j'ai jamais connue dans le passé. Non, la science n'évolue pas de façon linéaire. La science évolue par paliers. Nous sommes aujourd'hui dans une accélération prodigieuse de la science depuis grosso modo 20 ans. C'est intéressant, hein, depuis le passage à 7 milliards d'humains, grosso modo l'an 2000. Cette accélération de la science, elle est associée à quoi? Elle est associée à une rupture scientifique dans les mathématiques, celle des big data, en allant très vite. Gardez peut-être cela en mémoire, puisque nous allons parler d'information. Information, c'est data. Eh bien, figurez-vous que déjà, à la base de la rupture que nous sommes en train de connaître, nous avons une rupture mathématique. C'est toujours sous le contrôle de Fabrice et des historiens. La première fois qu'on est dans un changement de modèle qui serait proprement, immédiatement issu des mathématiques. Pas des sciences de l'ingénieur, pas de la physique, des mathématiques en tant que telles. Lorsque l'on va vous dire que le nouveau télescope permet de voir ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, c'est pas qu'on a nettoyé la lentille par rapport au télescope antérieur. C'est que les modèles de big data permettent d'analyser des données comme on ne les analysait pas jusqu'aujourd'hui. Lorsque je suis en train de vous dire que peut-être on a la perspective de vaincre le cancer, c'est que les modèles de big data permettent aujourd'hui de faire des analyses génétiques qu'on ne faisait pas jusque-là. Nous sommes dans cette évolution incroyable de l'humanité, de sa connaissance, au point d'ailleurs que ça lui donne parfois le vertige. Hein, on entend ici et là des inquiétudes en disant en fait nous en savons trop, nous sommes presque trop dangereux pour nous-mêmes. Toujours pareil, quand vous avez des grandes ruptures scientifiques, c'est ça la grande inquiétude. Nous sommes dans une situation où en effet les mathématiques apportent une solution qu'il faut traduire en matière économique, qu'il faut traduire en termes technologiques, qu'il faut traduire en termes de perspectives de nouveaux modèles. On est d'accord que si vous n'avez pas une rupture scientifique, de toute façon, ce n'est pas la peine. Là, on a la rupture scientifique prodigieuse qui irrigue toutes les sciences et qui irrigue les technologies et qui commence à irriguer l'ensemble du monde économique. C'est-à-dire là, bien sûr, on peut penser à tout ce qui va être digital et tout ce que représente le changement digital en termes de mode de fonctionnement. 3 petits points, vous me dites, c'est-à-dire cette espèce d'expérience incroyable que nous avons eue, l'expérience de 2020, l'expérience du confinement, où la population mondiale tout entière, bon, c'était pas lié au dérèglement climatique, hein, c'était pas lié tout d'un coup au fait qu'on est devenu vertueux. C'est lié à un virus, un petit pangolin qui s'est baladé dans un marché chinois. Et bien là, l'humanité tout entière a commencé à comprendre qu'on pouvait arrêter le modèle d'avant. D'un seul coup, on a eu cette expérience inouïe qui est restée dans la mémoire des gens. Il faut dire que ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans et demi, mais qui va rester sans doute longtemps dans la mémoire des gens. Quand tu arrêtes le modèle d'avant, il n'y a aucun doute, ça s'améliore immédiatement en termes climatiques. Mais deuxième élément encore plus important par rapport à mon discours optimiste, c'est qu'en 15 jours, en 3 semaines de confinement, on a commencé à inventer un nouveau modèle. En s'appuyant sur les technologies qu'on utilisait jusque-là, on va dire pour une partie congrue. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a commencé à fonctionner différemment dans la société humaine, dans la société occidentale, dans la société française, en disant on ne bouge plus pour aller au travail matin et soir. Ça s'appelle, vous voyez, télétravail, grand débat. Ah oui, maintenant, il faut qu'on revienne comme avant, il faut qu'on recommence à avoir les gens dans les campus, il faut dans les entreprises qu'on se retrouve, vous comprenez, le rapport humain, c'est important. C'est intéressant, hein, ces débats a posteriori. C'est typiquement, oui, il faut changer le modèle, le chef d'entreprise qui est devant vous en disant, il faut changer, on va décarboner. Non, on va plus bouger du tout. Ah non, ça, je suis contre. C'est-à-dire, ah oui, changer le modèle, non, l'améliorer à la marge. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le truc transition énergétique. On va juste faire un petit truc, nous, occidentaux, pour plus qu'on envoie du gaz à effet de serre. Non. Là, en 2020, tu as éprouvé ce que voulait dire un changement de modèle total. Et les populations, figure-toi, que la population, elle a trouvé ça pas mal. Que la population, aujourd'hui, quand tu veux l'embaucher, alors évidemment, on va dire, ah oui, mais c'est très important de leur proposer des locaux qui soient des locaux sympathiques, des endroits où ils vont avoir des perspectives de... Non, souvent, il est là en train de dire, je veux plus me déplacer tous les jours dans le RER. Le RER, il est dans l'actualité, là, en ce moment. Et probablement qu'un président de la République n'a jamais pris le RER le matin aux heures de pointe ou le soir. Il va voir ce que c'est. Il va voir que ce qu'il propose aux villes dans lesquelles les gens ne veulent plus aller. Les grandes métropoles régionales ne sont plus aujourd'hui un pôle d'attraction depuis 2020. Le RER à la parisienne, je doute que ce soit considéré par les jeunes générations comme étant le truc absolument extraordinaire. Là, on est juste dans de l'aménagement. Le RER, c'est une très bonne idée du XXe siècle. C'est pas une idée du XXIe siècle de changement de modèle. Le changement de modèle est beaucoup plus profond que ça. Il est évidemment déstabilisant pour nous, occidentaux, dans lesquels on dit on a tout à perdre. C'était très bien comme on était avant. Oui, d'accord, mais tu dois changer complètement.
Et changer complètement, ça a commencé parce que les gens veulent changer complètement. Depuis 2020, ils sont engagés là-dedans. Et quand tu veux embaucher quelqu'un, il faut que tu lui démontres que tu vas fonctionner différemment. Et là, évidemment, on arrive à là où nous sommes, en cette fin d'année 2022, début d'année 2023. Nous en sommes au point où nous en sommes en train de dire, en fait, le changement de modèle n'est pas une option. En fait, il va s'accélérer. Il va s'accélérer probablement pas du tout comme on le souhaiterait, nous qui sommes dirigeants, nous qui sommes à la tête des États, à la tête des entreprises. Les élites, par définition, sont conservatrices. Là encore, Fabrice nous le dirait. Les élites détestent le changement de modèle, évidemment. Le modèle les a mis tout en haut de la pyramide. Donc, ils n'ont pas du tout envie de changer de modèle en disant « est-ce que j'y serai toujours après ?» C'est une vraie bonne question. Mais à la limite, c'est quelque chose de complètement accessoire par rapport à ce que nous sommes en train d'évoquer. Le changement de modèle va s'accélérer et le changement de modèle va se représenter comment ? Eh bien, par une nouvelle façon de représenter l'activité économique, par une nouvelle façon de représenter la croissance. Le PIB ancien est révolu aussi d'ailleurs, est révolu. Le calcul du PIB ancien, c'est terminé. Nous sommes entrés dans une nouvelle mesure de l'activité économique. C'est pas à échéance 10 ans, c'est pas à échéance une génération, c'est l'année prochaine, début de l'année prochaine, 2023. 2023, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'effectivement, sans arrêt, on va regarder la performance des organisations avec non pas des données monétaires, mais des données extra-financières. Là, tout d'un coup, on est très, très concret en disant, quand vous êtes en train de changer le modèle, il va falloir nous le démontrer. Avant, quand on disait on est performant, c'est simple, hein, on regarde combien on investit en montant et combien ça nous rapporte en montant. Oui, nos statistiques économiques sur lesquelles on s'appuie sans arrêt, à la fin, la notion monétaire. Là, d'un seul coup, nous rentrons dans un autre monde dans lequel on dit « Eh non, c'est pas ça nécessairement la performance. » Parce que d'abord, cette monnaie, elle est issue de l'ancien PIB et ensuite, elle est totalement déréglée. Je peut-être ne vous révèle rien en vous disant que nous sommes rentrés à nouveau dans une période d'inflation que nous aurons beaucoup de mal à maîtriser. L'inflation, c'est quoi ? C'est le fait que vous avez de la monnaie avec pas de richesse en face. C'est-à-dire que votre monnaie se dévalue parce qu'elle se dit c'est quoi le PIB en face ? Ça tombe bien, on est en train de changer de PIB. On va dire qu'après Covid, qui nous a permis d'avoir une expérience d'arrêt du modèle, nous avons l'inflation qui nous pousse à dire de toute façon, quand je suis dans une entreprise, si je parle aujourd'hui d'une croissance de 3% de chiffre d'affaires, on vous dit après ou avant inflation ? Ah oui, oui, vous n'avez pas l'habitude. Dans le modèle ancien, la monnaie, c'était stable. Si vous êtes à 3% sans prise en compte de l'inflation, en fait, vous êtes à moins 3 minimum, puisque l'inflation est à 6. Ah oui, on ne le perçoit pas comme ça. Quand on va dire je propose une augmentation de salaire de 4%, en ce moment, ce n'est pas suffisant pour maintenir le pouvoir d'achat. C'est-à-dire pour revenir à la notion réelle de l'économie. Non pas monétaire, mais réelle. Lorsque nous rentrons dans les logiques d'information extra-financière, nous sommes bien dans une représentation nouvelle, extra-monétaire, mais représentant, on va dire, le cœur de la nouvelle économie, du nouveau modèle économique qui est en train de se mettre en place, que nous allons financer de façon, on va dire, pratiquement unique. Quand on dit financer, ça veut dire quoi ? C'est quoi les capacités ? C'est quoi ? Encore une fois, la dernière COP nous a montré, on a eu cette avancée extraordinaire de dire, nous allons pouvoir, je surveille le temps quand même parce que je sais que le temps est compté, hein, nous avons eu la possibilité de dire, nous allons maintenant créer une sorte de mode de fonctionnement, d'indemnisation des pays pauvres. On avait eu, lors de la COP précédente, des débats qui n'avaient pas abouti là-dessus, il n'y avait pas eu de prise de décision. Il faut se rendre compte que l'enjeu, c'était, l'enjeu qui avait été d'ailleurs établi lors de la COP21 à Paris, c'est de dire qu'il faudrait 100 milliards de dollars par an à peu près des pays riches vers les pays pauvres. Actuellement, il faut bien regarder quels sont les éléments en montant dans cette monnaie que j'évoquais tout à l'heure complètement dissociée de la réalité de l'économie. Il faut bien évoquer les montants qui sont en jeu. Aujourd'hui, le PIB mondial, c'est 96 000 milliards de dollars, à peu près. Le montant de la masse monétaire, c'est-à-dire de l'ensemble de la monnaie, de la liquidité en circulation, de les dettes en circulation, 303 000 milliards. Vous savez, on fait toujours le rapport sur PIB, dette sur PIB, pour regarder s'il y a à peu près équivalente. On est d'accord que là, on est très très loin de l'équivalence. C'est-à-dire, si on dit de façon négative, on va dire que c'est une situation intenable. Dans l'histoire, à chaque fois que vous avez des décalages pareils, ça se termine soit en inflation, soit en crise, soit en guerre, soit les trois en même temps. Et on a l'impression, évidemment, qu'on n'est pas très très loin de ce moment-là. L'autre façon de voir optimiste, je vous ai dit qu'on allait être optimiste pendant toute cette journée. L'autre façon optimiste, c'est de dire, mais dans un moment où tu dois changer de modèle, c'est absolument génial. En réalité, tu as donc 96, 303, tu as 207 000 milliards de dollars de monnaie qui circulent, qui cherchent de la nouvelle valeur, qui sont prêts à s'investir là-dedans.
Et c'est bien ce qui va se passer à partir de 2023. C'est-à-dire à partir de 2023, on va dire à la monnaie disponible, si tu veux trouver de la nouvelle valeur, dans la monnaie, tu auras du mal. Si tu le fais dans la monnaie, on sait ce qui va se passer, tu vas faire des bulles. C'est-à-dire tu vas aller sur, par exemple, un achat d'un très bel immeuble à Paris, qui est l'endroit où vous mettez université, on dit, ah ben non, avant il valait 200 millions, maintenant il vaut 300 millions. Vous avez rajouté un étage? Ah non. Vous avez amélioré? Non, pas vraiment. Enfin, si, vous l'avez amélioré un peu. Mais, pardon, monsieur le vice-président. Donc, en fait, si votre immeuble vaut 300 millions alors qu'il valait 200 millions avant, vous pouvez dire, waouh, super, on a gagné de l'argent. Vous pouvez dire, non, l'argent s'est dévalué. Si vous êtes uniquement sur le monde d'avant, et si vous investissez uniquement sur le monde d'avant, en réalité, vous êtes en train de constater sans cesse des bulles, donc de la dévaluation. On est d'accord? Nous, scientifiques, on est sur, science molle, hein, on est sur une logique où on disait, ah ben non, là, il y a prise de valeur, là, je vais regarder la performance de ce point de vue. Non, non, stop. Maintenant, l'idée, c'est de dire, où est-ce que tu vas pouvoir investir pour réellement créer une nouvelle valeur? C'est là qu'arrive mon information extra-financière. C'est là que je vais représenter une performance nouvelle associée à quoi? Associée à un nouveau modèle économique qui permette le développement durable, qui permette de préserver la planète et d'avoir une croissance sobre. On est d'accord, hein, croissance sobre, c'est 82 ans d'espérance de vie. Ça veut dire, par exemple, qu'une immense partie de la population humaine va devoir accès aux soins, à l'éducation, c'est-à-dire à des éléments concrètement qui représentent la croissance aussi. Des éléments qu'il faut survaloriser par rapport aux éléments d'avant. On est en ce moment en train de secouer la boîte, en train de dire les valeurs d'avant vont baisser très fort et les valeurs nouvelles vont prendre des valeurs absolument énormes. Enfin, quand je dis vont, ça y est, on y est. Renault vaut combien à peu près? 7, 8 milliards, ça dépend, je dirais, des fluctuations du CAC 40 qui ont été assez nombreuses ces derniers temps. Combien vaut Tesla? Renault fabrique 11 millions de voitures. Tesla en fabrique 400 000. Tesla, 1000 milliards, ça dépend effectivement des moments. Ah, vous dites, non, il y a un problème là du point de vue financier. Non, il n'y a pas un problème du point de vue financier. Il y a un changement de modèle qui est en train de se voir concrètement en disant où est-ce qu'il y a une perspective de nouvelles valeurs de demain. Renault, non. Tesla, peut-être, ouais, parce que ces gens-là, ils sont sur quoi? Ils ne sont pas sur la vente de voitures, ils sont sur la collecte de data. Et donc, à partir du moment où tu es sur la collecte de data, on survalorise. En disant, là, il y a une valeur probablement pour le modèle de demain. Il y a quelque chose qui va être représenté dans, on va dire, ces valeurs extra-financières qu'on est en train de voir apparaître. Vous allez dire, ah mais oui, mais c'est pas forcément moral. Non, non, c'est pas forcément moral. Justement, c'est là où c'est intéressant. Ces valeurs extra-financières, quand on va dire le rapport ESG, ouais, ok, rapport ESG, ça c'était jusqu'à l'année dernière qu'on faisait un truc, un complément dans le rapport annuel en disant, oui, il faut qu'on pense quand même qu'on est préoccupé par la planète, qu'on va mettre en place quelque chose de développement durable. Tout ça, ça c'était avant. Maintenant, on est en train de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus systématique et beaucoup plus fort. En disant, tu dois mettre 207 000 milliards de dettes sur des investissements qui soient objectivement des investissements du nouveau modèle. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que derrière cette nouvelle valeur extra-financière, nous allons avoir le problème de la preuve scientifique. C'est-à-dire, ok, on ne parle pas de quelque chose qui représente la monnaie. Ce n'est pas nous, scientifiques économiques, qui sommes concernés au premier chef. Nous allons avoir besoin des sciences dures, qui vont dire comment nous pouvons démontrer que là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un indicateur d'impact. Un impact, jusqu'ici, c'était quelque chose qu'on essayait de mesurer souvent a posteriori, en disant a priori, quand on a planté des arbres, ça a un effet positif. Non, maintenant, il faut être beaucoup, beaucoup plus précis. Tu dois regarder qu'est-ce qui est positif, quels sont les éléments négatifs éventuellement que tu vas avoir en face, comment tu vas fonctionner pour regarder et pour proposer à celui qui a 207 000 milliards à investir dans le nouveau modèle, c'est pas rien. C'est 3 fois le PIB, enfin 2 fois le PIB d'aujourd'hui. Donc là, effectivement, qu'est-ce que tu vas avoir à proposer comme certitude, comme élément se fondant sur la science? Nous, scientifiques, avons un rôle extrêmement important dans la démonstration de l'impact, dans la démonstration qu'il y a bien changement de modèle, quel qu'il soit. Et là, évidemment, on évoque le dérèglement climatique parce que c'est d'abord la préoccupation vitale de l'humanité. Mais n'oubliez pas, la COP 21 à Paris, c'est 17 ODD, 17 objectifs de développement durable. Il n'y a pas que le climat dedans. Il y a beaucoup d'éléments pour le nouveau monde qui intéressent les pays pauvres. Par exemple, la question de la liberté. Vous voyez, on voit effectivement en ce moment en Chine, en Iran, en Russie, que c'est un truc qui n'est pas juste occidental. Ça peut intéresser d'autres humains sur Terre. Il y a la problématique de la faim, bah oui, qui risque de se poser rapidement. Il y a la problématique de l'égalité homme-femme. Tout ça, c'est des ODD. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels on va avoir besoin de mesures d'impact
si tu me montres que tu es en train de changer de modèle de ce point de vue, je finance. Si tu ne me montres pas, je ne finance pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un rôle scientifique d'une part, nous avons aussi évidemment une idée de normalisation, de validation juridique par rapport à la manière dont ça se passe. Parce qu'évidemment, on peut avoir des gens qui vont vous raconter des belles histoires, qui vont vous dire on a fait tous les éléments scientifiques, mais vous inquiétez pas, il faut me donner l'argent et vous allez voir après, ce sera positif. Et on se rend compte qu'à posteriori, ils étaient de mauvaise foi dès le départ. Eh bien ça, c'est quoi effectivement? C'est la normalisation, c'est mettre un cadre de droit autour de cela en disant comment va se faire la preuve, comment on la valide, comment éventuellement a posteriori on peut attaquer quelqu'un qui, a priori, n'était pas tout à fait de bonne foi. C'est la grande question, par exemple, que se posent les auditeurs, les commissaires aux comptes, les experts comptables. À partir de 2023, on n'est pas dans un futur, c'est pour ça, jeunes gens, il faut que vous ayez conscience, le monde est en train de changer en accéléré. C'est très concret. Comment je vais valider, comment je vais certifier le rapport ESG, des informations extra-financières sur lesquelles, a priori, va s'appuyer de plus en plus la valeur des entreprises. Quel est l'élément qui va me permettre de le montrer? Alors d'ailleurs, l'auditeur, le commissaire aux comptes, il dit moi tout seul, j'aurais du mal. Je ne peux pas avoir l'appui d'une agence extérieure. Et oui, ça, c'est des nouvelles agences qui sont en train d'apparaître. On avait commencé à voir, mais maintenant, ça commence à se développer. Là aussi, le droit va devoir regarder. Je vous prends un exemple qui est développement durable, pas forcément climatique. Un grand groupe, Orpea, entreprise que vous connaissez peut-être, vous êtes très jeune dans la salle, mais peut-être vous avez des grands-parents. Orpea, maison de retraite. Orpea, si vous regardez bien, c'est vraiment un cas très très intéressant de changement de modèle. Un jour, vous avez les dirigeants d'Orpea, entreprise de plus de 70 000 personnes quand même, ce n'est pas une petite structure. Orpea, les dirigeants se réunissent en disant on a une performance qui est vraiment très très faible par rapport à notre valeur boursière. En disant, oui, là tu te rends compte, en EBITDA, l'opérateur en bourse, il achète 30 fois notre EBITDA, c'est une catastrophe, on n'est pas assez performant. Et donc ils disent, ancien monde quoi, vision uniquement monétaire, il faut qu'on améliore le EBITDA. Alors quand vous améliorez le EBITDA, je dis aux jeunes gens qui sont juste juristes ici, qui n'ont jamais fait de finance, que soit vous augmentez le chiffre d'affaires, soit vous diminuez les charges. Comme ils ne peuvent pas diminuer vraiment beaucoup le chiffre d'affaires, ils vont diminuer les charges. Et donc diminuer les charges, ça veut dire effectivement moins de jus d'orange aux pensionnaires, enfin bon, on supprime tout aux pensionnaires pour que ça coûte moins cher. Résultat, Orpea a perdu 90% de sa valeur. Pourquoi? Parce que Orpea n'avait pas compris, les dirigeants d'Orpea qui étaient à l'ancienne, avec des contrôleurs de gestion à l'ancienne, avec des financiers, des managers à l'ancienne, étaient dans une logique de dire il faut améliorer le truc monétaire, c'est là-dessus qu'on est jugé. Orpea valait si cher parce qu'elle était notée AAA par une agence de notation humaniste. C'était ça qui valait très cher. L'investisseur qui achetait de l'Orpea, c'était pas en réalité du gain, du bénéfice ou du dividende qu'il cherchait. Peut-être d'ailleurs parce qu'il avait ses parents qu'il allait mettre chez Orpea. Et pour lui, c'était très très important que cette entreprise soit humaniste. C'est pour ça qu'elle valait cher. Peut-être aussi parce que les investisseurs, souvent, ils sont un peu âgés. Ils se disent, je vais bientôt être pensionnaire de la maison, donc je serais très intéressé par le fait qu'elle ne rapporte pas beaucoup, mais qu'en réalité, elle soit très humaniste. C'est-à-dire, vous n'avez pas compris qu'on avait changé de modèle. Et quand, tout d'un coup, on dit, quand tu as supprimé les jus d'orange, etc., et enfin, je vous passe les détails sordides, on dit, l'entreprise ne vaut plus rien d'un point de vue humaniste. Elle est triple C. Elle est triple D. Et donc sa valeur s'effondre littéralement. Au passage, ce qui est intéressant, dans le cas Orpea, c'est que l'agence de notation, elle a fait faillite aussi. C'est-à-dire en disant, là, il y avait une grosse faille dans le système. Comment tu faisais pour noter le côté humaniste? Ah oui, t'envoyais un questionnaire, ça suffit pas. La preuve, il va falloir donner de façon beaucoup plus scientifique. Là, on est sur notre domaine, là. C'est-à-dire là, il va falloir réfléchir à chaque fois, ok, on est en changement de modèle, ok, les nouvelles informations vont être primordiales, comment on les met en avant? Nous sommes au cœur des problématiques scientifiques. Nous sommes au cœur des problématiques que nous devons nous poser maintenant. Non pas parce qu'on est en train de dire tout va mal, c'est une catastrophe, mais en train de dire ça y est, tout va pas bien, faut bien le reconnaître quand même, il faut être honnête, tout va pas bien, nous sommes en train de changer en accéléré, et ce changement en accéléré va supposer qu'on mette en place toute une structure pour que ce changement, cette modification très très profonde, elle aille le plus vite et on va dire le mieux possible. Voilà où nous sommes à la fin de cette année 2022, donc probablement jamais un colloque n'avait été aussi bien positionné par rapport à cette échéance qui va arriver du point de vue juridique dans l'Union européenne dès l'année 2023.
Je rappelle évidemment que l'un des cadres sur lesquels nous pouvons nous appuyer est le cadre dit de la taxonomie en Europe, qui est exactement cette idée-là. Comment tu vas démontrer avec de l'impact et de la mesure d'impact scientifiquement prouvé que tu es en train de changer de modèle. Cette taxonomie européenne, dans ma chaire, effectivement, à la Sorbonne, on a, enfin à l'autre Sorbonne, enfin oui, à la Sorbonne aussi, dans ma chaire, on a un petit groupe de travail sur les taxonomies. Parce qu'on a commencé à s'intéresser. Nous, occidentaux, on a quand même tendance à être assez contents de nous en disant « Waouh, quand même, taxonomie, c'est vraiment un énorme avancé. L'Europe va être un des leaders là, de ce point de vue. » On a commencé à regarder les taxonomies, notamment asiatiques, notamment chinoises. Et quand on fait la comparaison, on dit « Dis donc, en fait, on n'est pas très, très audacieux par rapport à eux. » C'est-à-dire que c'est bien l'ensemble du monde qui est en train de bouger, qui est en train d'accélérer. Là, il va falloir comparer d'un point de vue international. Regardez, attention, là, des problèmes de droit international peuvent être aujourd'hui des problèmes de comparaison, par exemple, d'exigence de démonstration de la preuve, d'exigence de mode de fonctionnement que vont avoir, on va dire, des pouvoirs politiques d'un côté ou l'autre de la planète. L'Asie, c'est quand même un tout petit peu important, 4,5 milliards de gens, probablement déjà le premier PIB du monde et bientôt le PIB dominant. Donc il faut regarder comment ils changent de modèle, ces gens-là. Ça doit nous intéresser et on doit s'en inspirer. Donc vous avez des dimensions absolument multiples. Vous avez des dimensions extraordinaires, fantastiques, dans lesquelles vous allez pouvoir vous investir. Dans ma chaire, au passage, petit appel, je levais de l'argent. On lève de l'argent quand on est patron de chaire. Pourquoi ? Pour payer des thésards. Là, j'ai de l'argent, j'ai pas de thésards encore. Il faut que j'ai des thésards, mais il m'en faudra plus. Voilà, on a besoin de ça parce que je vais avoir des thésards qui vont travailler sur des nouvelles représentations de cette valeur. On travaille avec les marchés financiers qui sont en train de nous dire tous les investisseurs sont prêts à y aller. Et quand on rencontre les investisseurs, c'est-à-dire les grands fonds, ça c'est notre job, des grands fonds américains qui financent la chaire maintenant en disant « Ah oui, mais nous on va mettre 4, 5, 10, 20... » Quoi ? Milliards par an. Là, vous avez les gens en face qui disent vous plaisantez, mais non, j'ai 206 000 milliards, mais vous vous rendez compte ? Il faut que je trouve, vous avez des débouchés là, ça m'intéresse. On est avec ça. Mais attention, je veux de la preuve en face. J'aurais besoin des thésards aussi en data, en blockchain, pour que la data soit compatible avec la réglementation européenne et française, en intelligence artificielle pour voir comment on price, comment on va représenter le prix de base. C'est-à-dire vraiment remettre en place un système économique différent, mais rationnel, utilisant notre rationalité d'avant pour dire on peut avoir un truc dans lequel on va accélérer les mouvements. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là en 2022. Ça va être, je dirais, au cœur du programme que vous allez avoir pendant toute cette journée. Je crois juste, si je dois terminer, pour terminer sur le côté optimiste, il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup et... je ne dirais pas un ami parce que je le vénérais plutôt, qui était un grand paléontologue, professeur au Collège de France, qui avait découvert Lucie, le premier humain. Donc, je ne sais pas si vous voyez les jeunes gens. Donc, ce grand paléontologue, un jour, on me parlait, il me dit, lui, évidemment, regardez l'humanité sur 12 millions d'années. Alors, quand on lui parlait de cycle économique sur 200 ans, il avait du mal à représenter sur une tête d'épingle ce que ça voulait dire. Et il me disait, Philippe, tu sais, moi, l'humanité, ce que je constate depuis 12 millions d'années, c'est qu'elle s'est d'abord adaptée, sans cesse. C'est pour ça qu'elle domine la planète, parce qu'elle a une faculté d'adaptation absolument incroyable. Alors, la question du dérèglement climatique qui te préoccupe, machin, moi, je te dis que l'expérience de 12 millions d'années, c'est qu'on est déjà en train probablement de s'adapter. Et j'avais dit, mais Yves Coppens, puisque c'était bien lui dont il s'agit, Yves, mais en fait, tu as raison. En fait, oui, bien sûr, on est déjà en train de s'adapter. Et peut-être que là, l'angoisse que nous évoquons, c'est un fantastique moteur pour s'adapter encore plus vite. Que nous avons eu d'autres tragédies providentielles, on va dire, ces dernières années. Effectivement, Covid, que j'évoquais tout à l'heure, l'inflation, voire même la guerre, qui nous oblige à nous adapter encore plus vite. Peut-être qu'à l'échelle de l'humanité, quand on regardera ce qui se passe dans ce moment tout petit, on va dire, de notre début de 21e siècle, on constatera qu'en réalité, puisqu'il fallait s'adapter vite, l'humanité s'est adaptée vite. Grâce à quoi ? Grâce à la science. Grâce à la science humaine, et un tout petit peu, c'est clair que les paléontologues dans 1 million d'années peut-être s'en souviendront plus, mais un tout petit peu aussi parce que en ce mois de novembre 2022, il y a eu un colloque à Paris 2 dans lequel on a travaillé là-dessus et on a fait travailler les jeunes gens autour de ces questions. Je vous remercie de votre attention. Nouveau modèle, on n'applaudit plus. Ça consomme un peu d'énergie, mais vous mettez cœur sur Twitter, comme ça on peut passer vite à la suite. Alors vite à la suite. J'ai un tout petit peu de temps, oui, parce que je dois retrouver des gens à Abidjan. Et donc, vous voyez, évidemment, c'est les nouvelles techs, c'est-à-dire que je ne vais pas à Abidjan, mais je vais sur Zoom et je vais faire court toute la journée sur Zoom à Abidjan. Oui, je vous en prie. Peut-être, vous dites qui vous êtes ?
Ouais, professeur en sciences cognitives, je précise pour les jeunes gens qui ne sont pas vos étudiants et qui, quand ils vont vous écouter, vont vouloir l'être. Donc, je vous en prie. Voilà, alors, oui, vous établissez un lien qui est quand même discutable entre croissance et accroissement du niveau de vie. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est une corrélation, il faut se méfier, corrélation, ce n'est pas causalité. Si on regarde la croissance économique depuis le paléolithique jusqu'au début de la révolution industrielle, elle a été quand même importante, sans augmentation du niveau de l'espérance de vie. C'est pas la même chose, hein. Vous avez dit niveau de vie. Ah pardon, excusez-moi. Espérance de vie. Espérance de vie, parce que vous disiez la croissance, c'est ce qui permet Non, l'espérance de vie. niveau de PIB. Ah. Oui, niveau de PIB. Non, mais là, Thierry, honnêtement, là, vous êtes sciences cognitives, mais nous, en économie, je vais vous dire, il y a zéro doute. Hein, vous faites la pyramide des espérances de vie et le PIB en face, le PIB par habitant, alors là, vous avez zéro doute. Hein, Nigeria, il est bien en bas en termes de PIB. Hein. On est bien d'accord. Je suis en train. C'est pas discutable, donc. Non, mais une corrélation n'est pas une causalité. C'est-à-dire le fait que vous établissiez une relation forte, même à point, ce que vous voulez, entre le niveau de vie, la croissance, et le niveau de vie et l'espérance de vie, ça ne veut pas dire que le lien est étroit. Il y a des périodes dans lesquelles il y a eu un accroissement, la croissance s'est amplifiée largement, sans que ça ait conduit à une augmentation de l'espérance de niveau de vie. L'espérance de vie. Bon, ce sera une discussion, on ne va pas avoir le temps d'en parler. C'est important parce que ça veut dire que vous concluez du coup que la décroissance est nécessairement négative parce qu'elle va entraîner une baisse de l'espérance de vie, ce qui n'est pas du tout démontré. Il peut très bien y avoir une croissance stable, voire même une baisse de croissance, sans qu'il y ait une diminution. Thierry, oui, c'est pas le problème. C'est l'augmentation de l'espérance de vie des pays pauvres dont je vous parle. Oui, c'est-à-dire, vous allez expliquer aux pays pauvres qu'en étant comme aujourd'hui, ils vont être à 82 ans. Absolument pas. En fait, D'accord. le premier déterminant de l'espérance de vie, c'est ce qui serait le facteur le plus impactant en termes d'espérance de vie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'augmentation encore de la croissance, c'est la répartition des richesses. Parce qu'au sein même de la France, il y a des écarts d'espérance de vie qui sont considérables. Et d'ailleurs, en niveau de vie, d'ailleurs, ça marche très bien. Hein. Quand vous êtes clochard, vous avez 52 ans d'espérance de vie comme au Nigeria. Donc, le facteur déterminant le plus direct, si on veut jouer sur l'espérance de vie, ce n'est pas d'améliorer, d'augmenter encore la croissance, c'est d'établir une répartition des richesses tout à fait différente. Thierry, vous savez, à mon sens, quel est le problème ? C'est qu'on ne parle pas de la même chose. Vous parlez, vous, d'une croissance à l'ancienne. Moi, je vous parle d'une autre croissance. Une croissance sobre. C'est-à-dire qu'on va valoriser beaucoup plus, par exemple, l'accès aux soins. Ça vaut beaucoup plus cher en termes de PIB que ce que l'on pensait aujourd'hui. Oui, bon. C'est pas, et vous voyez, c'est une croissance, hein, mais c'est pas la croissance d'avant. Si vous dites la croissance d'avant, je vous suis totalement. Oui. Si vous dites la croissance d'après... Et Thierry, quand on parle de notion de différence d'enrichissement, l'enrichissement aujourd'hui, il est fondé sur de la masse monétaire folle. C'est-à-dire les différences monétaires, ils sont liés au dérèglement du système d'avant. Oui, bien sûr. Pardon. Alors, donc okay. Fabrice est en train de dire on n'a pas... Mais non, je disais, si je voulais pas frustrer s'il y avait quelqu'un qui avait une autre question. Oui, parce que donc là, maintenant, j'ai plus que 2 minutes. J'ai plus que 2 minutes. Deux passionnants. Hein. Et passionnés surtout. Et vous surtout. Passionné. Oui, bonjour monsieur, c'est vraiment passionnant. Une toute petite question, vous avez pris l'exemple depuis 2020, la révolution Zoom, comme vous dites. Est-ce qu'on peut généraliser cela ? Parce que est-ce que ça n'a pas touché plutôt les couches CSP+, pour la faire courte ? Et que, par contre, tout ce qui est le travail manuel, effectivement, n'a pas forcément été un grand gagnant des 2-3 dernières années. C'est juste une question. Et aussi, je finis, pour Orpea, votre exemple, puisqu'aujourd'hui on parle d'information, de désinformation, de rendre hommage, je crois, à la publication d'un livre, donc de l'information qui finalement a permis de révéler tout ça. Et donc je remercie la Fondation Descartes et Jean-Philippe d'être mécène dans ce secteur, car l'information permet souvent de révéler de choses utiles. Alors très vite d'ailleurs sur ce dernier point, on est d'accord qu'il y a eu une enquête remarquable, mais c'est dramatique que ce soit un journaliste qui doit faire ça. C'est-à-dire que l'entreprise était bien notée, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme faille dans le système d'information. Énorme. Alors on va dire qu'elle est récupérée par la presse, mais, puisque c'est un journaliste, mais c'est tout à fait à la fin. Alors sur le dernier aspect, donc là évidemment, vous me pardonnez, il faut vraiment que je me sauve et je ne peux pas développer plus longtemps. Néanmoins, bien sûr, quand vous allez dire du travail manuel ne peut pas être du travail à distance. CSP+, attention, non, ça a été plus que ça. Hein. Je dirais, lorsqu'on a été confiné, on a eu des organisations de façon beaucoup plus large, avec énormément de problèmes, c'est-à-dire on voyait effectivement, selon le niveau de formation, selon parfois l'âge, mais pas uniquement, des gens qui n'étaient pas prêts à ça. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que ce changement de modèle suppose que vous ayez une préparation très très large de la population autour de ça. J'ai enregistré mon premier cours vraiment de e-learning en 2004.
En 2004, à l'époque, vous aviez une grande société américaine, passionnante d'ailleurs, parce que située à Baltimore, qui était financée par des démocrates qui disaient l'e-learning, ça va permettre de faire accéder à une connaissance la plus élevée des populations qui n'ont pas les moyens justement d'y accéder. On revient sur ces questions-là. Ça doit être valorisé très très fortement. Mais il me disait, attention, hein, c'est pas le même métier. On a la même finalité, c'est pas le même métier. C'est-à-dire que toi, tu fais un cours en amphi, bah là, c'est inventer une autre manière de faire cours, de faire passer la connaissance. Hein, ils louaient tous les ans les studios Disney pour enregistrer, pour faire un cours d'économie. On me disait, c'est quoi le scénario? Comment tu vas faire pour avoir... C'est important, quand tu es sur l'écran, les gens ne sont pas comme ils sont dans une classe. Tu dois inventer une autre pédagogie. Et en te disant, d'ailleurs, au passage, tu feras le test à la fin, tu fais l'examen des gens auxquels tu as enseigné comme d'habitude, et les gens qui ont pris le e-learning, tout ça à l'aveugle, et tu verras. Effectivement, 4 points d'écart, hein, c'est-à-dire 18 de moyenne pour les gens en e-learning et 14 pour les gens que j'avais en amphi. Alors que pourtant, je savais qu'il allait y avoir un test et je m'étais donné comme jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute une structure qu'il faut inventer. C'est une autre structure de l'entreprise, c'est une autre structure du management. C'est effectivement préparer. On a juste hier eu tout d'un coup cette petite chanson qui a commencé à sortir. Hier, hein, je vous parle de l'actualité brûlante. Au fait, l'approche distancielle, quand on est en train de regarder ce que ça peut susciter comme économie, comme sobriété, est-ce que c'est pas quelque chose de très intéressant pour rendre plus accessible le service public? C'est intéressant hein, de voir que les administrations étaient parmi, on va dire, les moins utilisatrices du télétravail en 2020. Pourquoi? Parce qu'elles n'y étaient pas prêtes, parce que les gens n'étaient pas formés, parce qu'effectivement, on n'était pas du tout dans un nouveau modèle et que ce nouveau modèle troublait de façon beaucoup trop forte le modèle ancien. Donc quand vous êtes en train de me dire ça a démontré que, je suis d'accord avec vous, qu'effectivement, ça démontre qu'il faut faire un effort d'investissement absolument considérable de ce point de vue. Je n'ai pas le temps d'aller trop vite là-dedans, trop loin. Évidemment, vous allez me dire, dans les usines, oui, il y a de moins en moins d'ouvriers des usines. Vous allez me dire, oui, mais dans l'agriculture, oui, mais les agriculteurs sont de moins en moins sur leurs tracteurs. Je crois qu'on doit avoir conscience que là, je vous laisse juste ça comme étant un point d'interrogation important. 75% du PIB, grosso modo, aujourd'hui, c'est l'activité de service. C'est-à-dire, même un industriel va vous dire, je vends de la solution et pas du produit. C'est la façon dont je fais. Et la façon dont je fais, ça veut dire beaucoup de gens qui ne sont pas sur la chaîne, mais qui vont penser la façon dont je fais. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Pourquoi? Parce que le service va devenir de plus en plus valorisé, si je vais très très vite, parce que l'humanité, en effet, ce que nous évoquions tout à l'heure, est en train d'augmenter par la fin, FIN, et plus par le début, comme elle l'a fait pendant les 2 siècles et demi qui viennent de se passer. Alors vous me direz, donc là, j'ai des affirmations très très rapides qu'on pourrait évidemment moduler en fonction des continents, mais on est avec un vieillissement global de la population humaine, donc une consommation de plus en plus forte du service. Donc si on doit inventer un nouveau modèle, c'est d'abord sur l'activité de service. C'est là effectivement que le nouveau PIB est en train d'apparaître de façon la plus forte. Mais je le répète, pas uniquement dans l'agriculture, qui est le secteur sur lequel je travaille, comme dans l'industrie, le service est très important pour valoriser, je dirais, ce qu'on est en train de produire. Une dernière question? Moi, non, j'en ai une. Non, t'as pas le temps? Non, bon, alors on t'applaudit. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.